La radio est une imagination. La vôtre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Votre émission, le jury du dimanche, a l'honneur de recevoir une dame, Madame Woré Ganasek. Bonjour. Bonjour, Modou Ibrekan. Vous êtes la présidente de la commission environnement du Conseil économique, social et environnemental et directrice de l'ONG Green Sénégal. Ayant évolué pendant longtemps dans la société civile, notamment comme présidente du CONGAD et du réseau des ONG de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, vous êtes maintenant active dans la vie politique. Vous êtes la présidente du parti écolo Natal Sénégal et première adjointe au maire de Bargny. Vous êtes spécialiste de la physiologie végétale, de l'agrobusiness et des questions environnementales après des études en Belgique et aux États-Unis. Woré Ganasek, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Honneur aux dames. On est le 10 mars, mais on se rattrape quand même. Oui, mais le 8 mars, c'était vendredi dernier. Comment vous avez vécu cette journée? La journée du 8 mars, pour nous, c'est toujours une journée de questionnement. Comment les femmes peuvent accélérer le développement du Sénégal. Et vous pensez que le développement du Sénégal passera par les femmes? Certainement. Si on veut accélérer, c'est avec elles que cela doit se faire. Sans aucun doute, parce qu'elles sont engagées, elles sont dans les familles, elles sont dans les communes, elles sont au niveau des institutions et tous les jours, elles réfléchissent pour voir comment s'en sortir. Moi, cette journée du 8 mars a été une journée... je l'ai passé à l'hôpital régional de Thiès. Parce que les femmes avec qui je travaille ont voulu avoir une journée d'investissement humain. Une journée pour assainir l'hôpital, assainir la ville de Thiès pour pouvoir montrer leur engagement de tous les jours dans le développement. Voilà. Et le président nouvellement réélu, Macky Sall, que vous avez soutenu d'ailleurs, candidat président sortant, qui a été réélu pour un second mandat, a déclaré justement à l'occasion du 8 mars qu'il consacrait son second mandat aux femmes et aux jeunes. Jeu de séduction, ou vous y croyez réellement? Non, on y croit. Bon, c'est certain que le président veut renvoyer l'ascenseur aux femmes parce que elles ont été très très engagées lors de ces élections, comme toujours. Le président a mis en place un programme pour les femmes et les jeunes. Vous avez entendu parler de la DER, le dernier projet en date. Oui, délégation à l'entrepreneuriat rapide sur, n'est-ce pas, qui est voué au financement des jeunes et des femmes du Sénégal. Bon, certainement que tout n'est pas fait, mais il y aura beaucoup à dire et à faire sur ces grands projets. Mais nous estimons que avec les fonds d'appui aux femmes ou les fonds, les nouveaux fonds qui ont été mis en place, les femmes... Oui, la DER est dotée de 30 milliards et la DER fonctionne déjà depuis un moment. Est-ce que les femmes s'y retrouvent réellement? Bon, il y a beaucoup. La demande est très grande. Oui. La demande est très grande. Et tout le monde ne peut pas être financé avec ces 30 milliards. Parce que si nous prenons un minimum de 500 à 5 millions par organisation, bon, ça fait combien d'organisations pour tout le Sénégal? Mais nous estimons que la DER devrait également travailler dans le renforcement des capacités. Ou bien de voir des projets qui existent, des projets porteurs où les femmes se sont distinguées dans leur entrepreneurship, que ces femmes-là, on puisse les appuyer. Quelques exemples concrets de ces secteurs? Quelques exemples concrets. Oui. Moi, je prendrai toujours des exemples comme les femmes de Thiénaba. Thiénaba Seck, c'est un exemple porteur. Des femmes qui travaillent depuis des années dans la transformation de la noix de cajou, mais également les femmes de la Casamance ou les femmes d'autres régions qui ont montré
engagement dans la transformation des fruits et légumes ou dans la transformation des céréales ou bien même dans le poisson. Mais il faudrait peut-être les appuyer pour tout ce qui est le packaging. Comment rendre ces produits beaucoup plus compétitifs, ces produits beaucoup plus vendables, si on peut dire vendables sur le marché international. Packaging répondant aux normes environnementales, puisque vous êtes une militante aussi de l'environnement. Et le packaging, c'est l'emballage, comme on le dit. C'est l'emballage, mais avant l'emballage, il y a toutes les normes de sanitaires, les normes d'hygiène. Parce que vous ne pouvez pas travailler dans l'alimentation et que côté hygiène, que le bas blesse. Nous ne pouvons pas travailler. Si je prends l'exemple de Thiénaba, c'est parce que c'est des femmes engagées. Et aujourd'hui, ici, le concours anti-palu est fait au Sénégal, c'est toujours Thiénaba Seck qui gagne. Pourquoi les femmes arrivent à balayer, à nettoyer, même à tamiser la terre pour que ce soit propre. Mais donc, pourvu que cela fasse tache d'huile partout. Ça devrait faire l'échelle du pays. Ça devrait faire à l'échelle du pays. Ouais. Et nous déplorons le fait que dans certains endroits, l'hygiène est de mise, mais dans d'autres endroits, hier j'étais au quai des pêches de Rufisque. Au quai des pêches de Rufisque, c'est le poisson. Ouais. C'est les femmes qui sont la transformation des produits halieutiques. Mais voyez l'insalubrité autour du canal, autour du quai des pêches. C'est déplorable. Absolument. Nos quais de pêche n'ont marché. Nos marchés, oui. Nos quais de pêche, nos marchés. Qui sont souvent tenus par les femmes. Comment vous pouvez l'expliquer, vous? Parce que bon, on a confié la gestion de la salubrité des villes aux mairies. Et souvent, bon, ou les mairies n'ont pas les moyens conséquents pour le faire, ou bien tout ce qui est volontariat. Des jeunes sont là, des jeunes qu'on devrait apprendre à militer dans l'environnement. On devrait créer des comités de quartier, des comités de salubrité, et que la mairie puisse aider ces jeunes sans emploi à se professionnaliser dans la propreté du Sénégal. Et partout, les gens disent, le Sénégal est un pays de démocratie. Le paysan est un pays de teranga. Le Sénégal est un pays de valeurs. Mais le Sénégal n'est pas un pays propre. Vous avez suivi avec nous à la coupe du mondial. Oui, la coupe du monde. La coupe du monde. Oui, en Russie. En Russie. Oui, qu'est-ce après que les le Sénégalais match ont du Sénégal. Ils ont nettoyé le stade. Et ça a été un tollé dans le monde entier en disant les Sénégalais ont nettoyé un comportement sain. Un comportement sain. À l'extérieur du pays, mais à un comportement... À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a fait? Qui choque à l'intérieur, oui. Quand on a inauguré le Dakar Arena, les gens sont plaints de l'insalubrité de Dakar Arena. Pourquoi on nettoie en Russie et ici on peut pas le faire? Un geste républicain. Tu jettes une canette de coca, mais tu la ramasses, tu le mets dans ton sac, en partant, tu le mets dans les poubelles. Très bien. Voilà. Alors, mais pour revenir un peu à ce jeu de séduction ou de conviction, vous dites vous croyez plus à la conviction du président de la République de consacrer son second mandat aux femmes qu'à un jeu de séduction, mais on lui reproche qu'au cours de l'élection passée, on n'a pas eu de candidate de femmes candidate à la présidence de la République. Ça vous a heurté ou Non, ça m'a un peu froissé parce que je me dis il y a eu plusieurs candidats. Ouais. Maintenant 5 sont sortis du lot avec la loi sur le parrainage. Voilà, mais il n'y a pas eu de femmes leaders pour aller aux élections, ou bien les femmes est-ce qu'elles sont un peu timides ou bien elles sont voilà. Elles étaient là. Mais qui laquelle? Amsatou Sidibé, Aïssatou. Oui, Amsatou, mais elle n'a pas eu assez Aïda Mbodj, elles n'ont pas eu assez de parrainage. Ou bien que le parrainage, il y a eu des failles dans le parrainage. Moi, à l'époque, mon parti n'avait pas encore de récépissé. Oui. Donc, si j'avais le récépissé, peut-être, j'apprécie beaucoup le président avec la politique, mais voilà quoi. On n'a pas eu de candidat. Nous espérons que dans 5 ans, il y aura une candidate féminine. Comme vous.
comme moi ou bien comme quelqu'un d'autre. Vous ne l'excluez pas? Non, je n'exclus pas, mais bon, on verra bien. Très bien. De toute façon, on en est encore loin, 5 ans. Que Dieu nous prête longue vie. Alors, Woré Gana, l'ADER, nous en parlions tout à l'heure, c'est 30 milliards. Multiplié par 2, vous avez la deuxième phase du PIDC, 300 milliards de francs CFA. Deuxième phase qui a été lancée en octobre dernier. Est-ce que vous avez le sentiment que le PIDC répond véritablement aux préoccupations des populations, notamment à celles des femmes? Si vous aviez à faire une critique, une évaluation de ce programme. Vous savez, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le monde rural. J'ai commencé d'abord à travailler dans une ONG américaine en 89. J'ai fait le tour du pays. J'ai été partout, travaillé à Tambacounda, Darou Ndiayen, Darou Tcheken, travaillé dans le Fatick, No, Fimela, Loul Sessène, travaillé à Thiès, là où notre ONG est, notre Guidiama, notre Djobas, notre Taten tout couleur, etc. Travailler sur le littoral. Et nous voyons que la demande sociale a été quelque sorte appuyée par le PIDC. Nous estimons qu'arrivé en 2019 et que les femmes continuent à faire des kilomètres à chercher de l'eau, ou bien que les enfants n'aient pas l'électricité pour étudier, qui se mettent peut-être parfois en dessous d'une lampe solaire pour travailler. Ça, c'est des questions qui nous ont heurtés. Et nous pensons que le PIDC a fait un grand pas. Les forages, les kilomètres de pistes, c'est un plus. Parce qu'un paysan ne peut pas cultiver et voir ses cultures rester bord-champ par manque de véhicules ou manque de pistes, etc. Et le PIDC a fait quelque chose comme plus de 700, je ne sais plus les chiffres, parce que il y a tellement de chiffres dans ma tête que je suis embrouillé par les chiffres, mais il y a eu plus de 200 forages, il y a eu 600 ou plus kilomètres de pistes rurales. Et ça, c'est un plus. Bon, il y a la deuxième phase qui va venir. Oui. Dans la deuxième phase, on a annoncé... La première phase, 113 milliards. 113 milliards. La deuxième, 300 milliards. 300 milliards. Oui. Mais dans ces 300 milliards-là, nous estimons que dans ces 300 milliards, il y aurait une contrepartie. Ça a été confié au PNUD. Et certainement, les ONG se sont sentis isolés. Et que ces 300 milliards-là, si le PNUD reçoit un appui institutionnel qui entre 7 et 10%, ça fait quand même 30 milliards. 30 milliards. Oui. Et que nous pensons qu'il y aurait possibilité, si c'est le PNUD qui est le responsable de la mise en œuvre, que le PNUD associe des organisations dans telle ou telle région pour que ces organisations-là, même si ce n'est pas la construction de ces 300 postes de santé qui sont annoncés, mais que dans les postes de santé, les ONG ont des compétences dans plusieurs domaines. Quelle est leur part des 10%? Oui, une part de ces 10%. Qu'on puisse, parce que nous sommes au Sénégal, et l'argent du Sénégal doit bénéficier aux Sénégalais. C'est ce que vous souhaitez encore aujourd'hui, on le souhaite encore. Ou vous pensez que le coup est déjà parti? Non, le coup n'est jamais parti. Oui. Il y a moyen de faire une évaluation et de faire marche arrière. Il n'y a pas de raison que les 5 ans à venir, que les organisations non gouvernementales qui sont au Sénégal depuis 1973 et qui dépendent des organisations étrangères ne puissent pas bénéficier de la manne financière du Sénégal en leur donnant des programmes de formation pour les jeunes, des programmes de formation pour les femmes, des programmes de suivi-évaluation. Ça ne pourrait que renforcer le PIDC ou renforcer l'ADER, parce que ce serait un programme conjoint où nous avons, n'est-ce pas, une même méthodologie, où nous devons travailler ensemble, nous devons voir comment ces programmes-là qu'on finance, que les ONG puissent avoir leur mot à dire, ne serait-ce que dans le renforcement de capacités de ces populations sénégalaises qui bénéficient donc de l'ADER ou qui bénéficient du PIDC.
Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche sur votre radio, iRadio 90.3, mais aussi une émission que vous pouvez regarder sur votre chaîne ITV et chaîne YouTube. Nous recevons Woré Gana-Seck. Elle est la présidente de la commission environnement du Conseil économique, social et environnemental, présidente du parti écologique Natal Sénégal. Le chef de l'État a lancé un appel au dialogue après sa réélection. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être peut-être le début d'une décrispation? Non, c'est pas la première fois que le président appelle au dialogue. Je pense que le président, pendant tout son mandat, appelait au dialogue, mais peut-être qu'il n'y avait pas le retour. La médaille, que bon, peut-être il y a une certaine suspicion de la part de l'opposition. Mais si nous voulons avoir un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, il faudrait que les gens arrêtent la discussion, la polémique, tout le temps. Bon, c'est vrai qu'il faut une opposition quand même pour montrer les griefs. Mais maintenant, on a élu le président. Certains ont dit que le Sénégal veut la continuité. Nous avons voulu peut-être la continuer parce que bon, nous avons confiance au président de la République. Une partie de l'opposition avait répondu quand même à sa main tendue à l'époque. Il y a même une journée du dialogue national et à cette occasion, certains partis de l'opposition étaient là présents. Oui, le dialogue national, mais il y a eu le dialogue sur les ressources. Que le président avait appelé le dialogue sur les ressources, certains ont boycotté. Alors que bon, on ne peut pas vous appeler sur un dialogue sur les ressources qui nous appartiennent et que vous boycottez. Et que quand vous entendez aujourd'hui le porte-parole du candidat Idrissa Seck qui est arrivé deuxième à l'issue du scrutin présidentiel du 24, déclarer qu'ils reconnaissent le président Macky Sall comme président élu, Abdourahmane Diouf s'est confié à nos confrères de la 7TV en parlant de démarche républicaine dès lors que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs de l'élection. Est-ce que vous pensez que là, ça pourrait être le début d'une décrispation? Non, on le félicite pour avoir cette attitude républicaine, des attitudes de fair play. Vous avez gagné, vous avez perdu avec 20 et quelques pourcents des voix, mais vous acceptez que le Conseil constitutionnel a fait son travail et nous ne pouvons que le féliciter. Parce que si c'était autre, le Sénégal serait peut-être cette semaine ou pendant 2 semaines dans le brouhaha total. Et nous avons constaté, et le monde entier constate que c'était turbulence zéro au Sénégal. On a voté, on est rentré, on a attendu le verdict. Le verdict, le jeudi, tout le monde était là à écouter et tout s'est très bien passé. Et on félicite tous les Sénégalais pour cette attitude de gentleman, de républicains qu'ils ont eue. Et comment expliquez-vous cette évolution de la position d'Idrissa Seck si lui-même venait à confirmer son porte-parole? Il a dû discuter avec son staff, il a dû discuter avec ses partisans et puis ses souteneurs, comme les souteneurs comme Khalifa Sall, les souteneurs comme Malick Gakou et autres. Et il s'est rendu aussi à Touba. Il s'est rendu peut-être à Touba avec notre cher Serigne Khalif, qui a dû peut-être le conseiller en lui disant turbulent et accepter le verdict de Dieu, accepter, nous sommes tous des musulmans, nous devrions accepter, n'est-ce pas, la décision qui est venue de Dieu. Et c'est pour la raison pour laquelle peut-être qu'il n'y a pas eu de turbulence. Et on le félicite et on remercie Seyd Moutalla également, si c'est lui qui a été l'initiateur de cette acceptation de la part du candidat Idrissa Seck. Silence pour l'instant de l'ancien président Abdoulaye Wade, mais aussi de l'ancien président Abdou Diouf, parce que dans la main tendue, le chef de l'État a cité ses 2 prédécesseurs. Oui, d'accord. Qu'en attendez-vous aujourd'hui? Non, Abdou Diouf a été partisan ou souteneur de Macky Sall depuis toujours, parce que le Benno Bokk Yakaar, c'est le PS, l'APR et d'autres partis. Même nous sommes peut-être un peu dans le Benno Bokk Yakaar. Mais bon, le président... On devine peut-être une subtilité du président, mais c'est surtout une main tendue adressée au président Abdoulaye Wade, n'est-ce pas? Surtout parce qu'il n'y a Wade. pas de problème avec le président. Oui, mais il y a eu un débat sur... pendant les élections, en disant pourquoi Abdoulaye Wade n'a pas soutenu tel ou tel autre parti. Donc, il n'a soutenu personne, il n'a pas donné son mot d'ordre. Donc, nous estimons que déjà,
peut-être il y a une main tendue d'Abdoulaye Wade au président Macky Sall, parce que si il avait donné son mot d'ordre, peut-être que le PDS allait voter pour Madické ou pour Issa Sall ou pour Idrissa Seck, peut-être Idrissa Seck, peut-être moins, parce qu'avec tout ce qui s'est passé avant. Mais pour moi, le président Abdoulaye Wade a quand même mis un peu, comment dire, de l'eau dans son bissap. Dans son bissap. On le dira vraiment. Comme ça. Mais est-ce que vous pensez que l'amnistie éventuelle de Karim Wade, tout comme de Khalifa Sall, pourrait être mise sur la table de discussion? Oui, je pense que il y a eu beaucoup de comment on dit, désagréments ou de tristesse de la part de beaucoup de Sénégalais avec le cas de ces deux personnalités. Bon, Khalifa Sall, je le connais un peu pour avoir voyagé avec lui, et on dit que c'est dans un voyage qu'on connaît mieux les gens. Nous avons été au Spring Meeting de Singapour il y a quelques années, c'était peut-être en 2005. Et un homme courtois, un homme généreux. Et peut-être que nul n'est parfait. Et s'il a eu à commettre des erreurs dans sa gestion au niveau de la mairie de Dakar, bon, qui n'a pas fait d'erreur en matière de gestion? Peut-être que c'était une erreur. Mais le président, nous demandons, je ne sais pas si c'est gracié ou admissible, mais nous demandons au président de la République que pour la turbulence 00, ces deux personnalités-là, il faudrait que le président soit indulgent et que ce 4 avril-là, quand il va prendre son mandat de président de la République du Sénégal, qu'il éponge, qu'il pardonne et que Sénégal soit en paix, que la mère de Khalifa Sall soit en paix. Le président Macky Sall est un homme généreux, est un homme courtois. Parce que le président, quand vous le rencontrez, la première chose qu'il va vous dire, il vous prend dans la main, il vous regarde dans les yeux et il vous cite votre nom. Alors imaginez-vous quelqu'un qui est le président de 14 millions de Sénégalais et qui se rappelle du nom des gens. Ça veut dire que c'est une personne qui est humaine. Et c'est cette humanité-là du président que nous voulons renforcer. Et que le président n'écoute pas ceux qui... Parce qu'il y a des faucons dans son camp. Comment? Il y a des faucons dans son camp? Oui, mais je ne veux pas utiliser des mots méchants, mais bon, il y a des gens qui n'aiment que la zizanie. Quoi. Oui. Et le président, au niveau où il est, que les Sénégalais se rendent compte que voilà l'homme qu'il nous faut pendant les 5 ans à venir. Et cet homme qu'il nous faut, il y a 2 griefs que les gens lui en veulent. Moi, je lui en veux pas, parce que bon, quand vous êtes avec quelqu'un, vous n'ayez pas peur de lui dire la vérité. Moi, je soutiens le président. Dans ma commune, on a fait 56%. Et quelques. 56%. Je me suis engagé dans avec d'autres collègues, parce qu'on y croyait. Mais pour l'affaire de Khalifa Sall et de Karim Wade, nous demandons vraiment à genoux au président d'écouter les religieux et que le Sénégal soit apaisé, que les 5 ans, le prochain mandat soit un mandat social. Il avait déclaré 2018 année sociale, mais nous demandons 5 ans d'année sociale, où la paix, la stabilité, la générosité, l'équité, la justice sociale. Grâce ou amnistie? Parce que si on parle de Karim Wade, il a déjà bénéficié d'une grâce. Bon, moi je suis pas juriste. Hein. Oui. Demandez aux juristes de nous dire la meilleure formule. Je sais que s'il est gracié et que ton CV, comment dire... Son casier judiciaire n'est pas vierge, tu peux pas aller aux élections. Alors, il faudra qu'on en discute avec les juristes, le Conseil constitutionnel et avec tout le monde. Une autre idée qui germe dans certains esprits, c'est celle de la dissolution éventuelle de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipées couplées aux élections locales qui, elles, sont prévues au mois de décembre. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion? Moi, je pense que l'Assemblée nationale a été élue pour 5 ans. Nous n'allons pas dissoudre l'Assemblée. En 2017. En 2017, ça fait 2 ans. Oui.
Donc, même pas encore. Dissoudre l'Assemblée nationale, il faudra ça veut dire... attendre en août d'ailleurs pour pouvoir dissoudre. Non, dissoudre l'Assemblée nationale, ça veut dire que nous n'avons pas confiance en nos institutions. Nous avons été aux élections, les députés ont été élus. Pourquoi revenir encore à une autre élection? Ça, Vous êtes opposé non, moi, je à pense la que dissolution de l'Assemblée nationale. On a élu des gens pour 5 ans, on leur laisse finir leurs 5 ans. 5 ans, il y a que tout. 5 ans, ce sera en 2022. 2017-2022. 2017-2022. Bon, 2022, c'est dans 3 ans. Oui, certains disent que oui, il faut permettre au président nouvellement élu ou nouvellement réélu, c'est selon de disposer au moins de 5 ans pour travailler, pour mettre le pays au travail. Est-ce que c'est un argument qui tient la route? On est déjà au travail. Ce qu'il faut, c'est parler de l'Assemblée nationale. Le comportement des députés. Ils ont été élus pour représenter le peuple. Ils n'ont pas été élus pour représenter X parti ou Y parti. Le fond et non la forme. Oui, mais la façon dont ça se passe à l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'il y a l'opposition, etc. Mais il faudrait que chacun voit sa façon de s'exprimer, sa façon de faire. Il est inadmissible que les gens qui nous représentent se tirent les chignons au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est des débats sur lesquels on doit parler. Mais revenir sur une nouvelle élection législative, moi, je pense que c'est pas républicain. Wore Ganasek, militante de la société civile, mais militante politique aussi aujourd'hui. Nous allons écouter quelques questions posées par des auditeurs. Moi, j'étais 30 ans en société civile. Aliou Diassé. Le président de la République, M. Macky Sall, a attendu juste après les élections pour appeler au dialogue. J'ai 3 questions à poser à Madame Seck. On a noté une discrimination dans le recrutement. Est-ce que cette discrimination était liée aux handicaps originels comme la grossesse, l'allaitement, la faiblesse le physique? Et selon vous, cette discrimination n'est-elle pas une discrimination positive? Quels sont aussi les métiers ou activités que vous notez plus de discrimination? Et pourquoi? Et ma dernière question est que est-ce que la phrase de Simone de Beauvoir, on n'est pas né femme, on le devient, pourrait être valable dans notre société taxée de misogynie par certaines femmes, comme Aïssata Tall Sall? Première question d'abord, l'auditeur voulait savoir pourquoi le président attend maintenant, après l'élection et après sa réélection, pour appeler au dialogue. Mais pour moi, c'est pas nouveau. Il a déjà appelé au dialogue. Parce que si vous voyez le dialogue social, il a mis en place le Haut Conseil du dialogue, il a mis en place des institutions pour dialoguer avec le ministère de l'Intérieur, mais bon, c'était souvent l'opposition qui rejetait ça. Mais si, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y avait eu, cet appel au dialogue avait été accepté, peut-être que les choses seraient passées autrement. Maintenant, il rappelle de nouveau au dialogue. Il les appelle de nouveau au dialogue parce qu'il se dit, c'est 5 ans, je suis élu et je voudrais que le Sénégal soit pour tous, raison pour laquelle il les rappelle. Donc maintenant, ce Sénégal pour tous, Idrissa Seck, etc., Issa Sall Madické et les autres qui n'ont pas pu aller aux élections comme Malick Gakou, etc., ils doivent, n'est-ce pas, s'impliquer dans le devenir du Sénégal et accepter ce qu'on leur demande. Autre question avec la complicité de nos digital managers Birahim Pouy et Sandra Ndiaye. Que pensez-vous des handicaps originels comme la promesse, la grossesse, excusez-moi, qu'est-ce qui m'arrive, la grossesse, l'allaitement, la faiblesse physique qui font qu'une discrimination est notée dans le recrutement des femmes? Est-ce que la phrase de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient, pourrait être valable dans notre société, taxée de misogyne par certaines femmes comme Aïssata Tall Sall? Ce sont ces questions. Donc moi je suis pas d'avis parce que peut-être que on a mis en place des structures pour réduire ces disparités entre comment dirais-je, les femmes et les hommes, loi de la parité, accès à la couverture universelle, mais accès également, comme on dit, pour les handicapés, il y a la carte d'égalité des chances. Bon, peut-être qu'on n'a pas atteint
le top. Mais il faudrait peut-être améliorer le système qui a été déjà mis en place. Bon, les femmes, est-ce qu'on est misogyne au Sénégal? C'est bon, culturellement, que bon, les femmes peut-être ont un rôle, les hommes en ont un autre, mais nous ne pensons pas que les femmes sont maltraitées ou que les femmes sont n'ont pas leur mot à dire dans le Sénégal. Certains, bon, il y a eu des dérapages et la loi est là pour contre ces dérapages. Un homme qui violente sa femme ou qui violente sa sœur ou qui violente une dame, la justice est là. Ou violente un enfant, une jeune fille, la justice est là pour les rappeler à l'ordre ou bien les mettre, les sanctionner, et des sanctions qui vont dans des peines de 3 à 10 ans. Donc si on était misogyne, on laisserait ces hommes faire ce qu'ils voulaient. Et nous, les femmes, on n'accepte pas. Même nous, les femmes engagées, nous n'accepterons jamais qu'on maltraite les femmes. Le président de la République a dit « Je suis contre qu'on martyrise mon peuple ». Et ça, c'est un slogan que les femmes devraient brandir pour que la justice sociale soit de mise. Quels sont les métiers ou activités où vous notez plus de discrimination et pourquoi? Question toujours du même auditeur. Plus de discrimination? Oui, une discrimination à l'égard des femmes. Est-ce que vous le notez? Est-ce que vous avez fait un monitoring de... Bon, on a beaucoup des discriminations. Parlé de leur accès aux finances, leur accès à la terre, leur accès, l'accès aux finances, l'accès à la terre, l'accès même à l'information, l'accès à la formation. Mais ça, c'est peut-être que culturel. Mais de plus en plus, vous allez dans les écoles, c'est souvent les jeunes filles qui sont les premières. Ce sont les jeunes filles qui restent à l'école. Parce que les jeunes hommes, souvent, ils démissionnent très tôt. Parce que bon, l'argent rapide, ou c'est ça qui les intéresse. Alors que les femmes, quand elles sont soutenues, elles sont à l'école jusqu'au bac, jusqu'à l'université. Voilà. Bon, ça changera un jour. On peut pas du jour au lendemain avoir la parité totale, parce que les femmes n'ont pas les capacités, certaines capacités pour certaines fonctions. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je pense que les mamans, les papas savent que les femmes sont valables et que les femmes peuvent arriver à des postes de supérieurs, à des postes de responsabilité. Et nous œuvrons pour que les jeunes femmes, les jeunes filles arrivent à ces postes de responsabilité. C'est plutôt ça. Et une discrimination positive? Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous quand on vous parle de discrimination positive? Je sais pas. Non. Oui, discrimination positive, oui, celle qui le mérite devrait être mise sur la table. C'est d'abord le mérite qu'il faut récompenser. Il faut récompenser celle qui le mérite. Mais bon, ne pas toujours recruter ceux-là ou ceux-là, celle-là, parce que bon, c'est la même branche familiale, ou c'est la même ethnie, ou bien c'est le même parti, mais c'est voir quelle est la personne la plus compétente pour assurer, n'est-ce pas, le rôle qu'on pourrait lui confier. Et c'est pour ça que bon, nous pensons que quand vous avez dit discrimination positive, c'est ça. Vous le méritez. Vous avez monté vos capacités, c'est vous, mais c'est pas un autre parce que c'est mon ami ou c'est mon grand frère ou c'est ma petite sœur. Waré Ganasek, invité du jury du dimanche, la loi sur la parité, parlons-en. Loi sur la parité absolue homme-femme dans les institutions électives et semi-électives. Elle est considérée par beaucoup comme un aboutissement, quand d'autres estiment que c'est le début du commencement. De quel avis êtes-vous et quel est votre regard sur la situation des femmes au Sénégal au regard de cette loi sur la parité? Nous avons beaucoup apprécié cette loi sur la parité. C'était avec le président Wade. Et cette loi sur la parité a amené les femmes à des postes, n'est-ce pas, électifs. Un homme, une femme à l'Assemblée nationale. Chez nous, au Conseil économique et social, on n'a pas un homme, une femme. Parce que là-bas, les institutions, le Conseil économique
comment dire, interpelle les institutions qui nous envoient les conseillers. Mais souvent, c'est des conseillers hommes. Raison pour laquelle, chez nous, au Conseil économique, il n'y a pas la parité. Il y a peut-être, si je ne me trompe pas, 25 à 30 femmes sur les 120 membres. Mais maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas... Ça, c'est une violation de la lettre, de l'esprit de la loi, non? Non, en fait, on devrait écrire dans la lettre adressée à ces organisations-là, leur donner le nom de 2 personnes. Que chaque institution, syndicat, etc., ONG, que chaque institution vous envoie le nom de 2 personnalités, un homme, une femme. Et que le conseil pourrait choisir au prorata des membres 60 hommes, 60 femmes. Mais si on demande à une institution, envoyez-moi le nom de votre représentant, c'est souvent des hommes. Oui, mais la loi, elle est là et nul n'est censé l'ignorer. Et elle parle de parité absolue dans les institutions électives et semi-électives. C'est pour ça que nous demandons que dans la lettre adressée à ces organisations, qu'on stipule très bien, nous demandons, donnez-nous le nom de 2 représentants, hommes et femmes. Et comme ça, le conseil pourrait choisir au prorata des membres 60 hommes, 60 femmes. À moins que le Conseil économique et social échappe à cette loi sur la parité aussi. Oui, nous en tout cas, ne sommes pas... C'est pas parité absolue au Conseil. Et ça doit être corrigé. Mais bon, nous avons quand même des femmes fortes au Conseil. Oui. Bon, ça, je ne veux pas dire que ça compense, mais bon, il faudrait peut-être qu'on va y retravailler peut-être au prochain Conseil économique. Mais maintenant, en dehors de ça, il y a les communes. Au niveau des communes, on a dit loi sur la parité. Mais souvent, c'est pas respecté. Dans ma commune, le bureau du conseil municipal devrait être 2 hommes, 2 femmes, mais nous avons 3 hommes, 1 femme. Et moi, je suis la seule femme, mais je suis un peu mise à l'écart à cause de la politique. Mais bon, moi, c'est pas mon truc, c'était pas... Je déroule mon programme, même en étant exclu physiquement de la mairie. Je déroule mon programme dans ma ville avec mes programmes d'Imerkhalat. Oui, et vous êtes la première adjointe au maire de Bargny. On va terminer sur le thème strict des femmes. Il y a un débat aujourd'hui dans le pays, surtout dans l'univers des femmes. 8 mars ou 7 mars 7 mars, c'est un peu un souvenir des femmes de Nder. Justement, nous allons l'année prochaine vers le bicentenaire de l'histoire de ces braves femmes de Nder qui ont préféré le suicide collectif à l'esclavage. Qu'est-ce qu'il faut célébrer? Le 7 mars ou le 8 mars? Les deux? Oui. Le 7 mars parce que c'est Sénégal, c'est les femmes qui ont montré leur engagement, les femmes qui ont montré leur volonté d'être libres, d'être émancipées. Mais le 8 mars, c'est la fête mondiale. C'est des femmes qui ont montré qu'elles sont manifestées, qu'elles voulaient aller au vote. Parce qu'avant, les femmes ne votaient pas. Est-ce qu'on n'a pas dit qu'au Sénégal, on a voté avant certains pays... les femmes du Sénégal ont voté avant certains pays développés. Mais le 8 mars, c'est la journée mondiale. Donc, si nous fêtons le 7 mars pour les femmes de Nder, nous devons voter le 8 mars. Nous devons aussi célébrer le 8 mars parce que c'est la journée mondiale. Et l'année prochaine, ce sera le bicentenaire du 7 mars 1820. Un grand avec événement. Les femmes de Nder. Il faut en faire un grand événement, en général, une célébration grandiose. En général, oui. Le Sénégal organise le 8 mars pour la journée mondiale de la femme. Et ils organisent plus tard, la quinzaine de la femme. Nous proposons que l'année prochaine, que la quinzaine de la femme se situe autour du 7 mars. Ça nous permettra, n'est-ce pas, de fêter le 7 mars pour les femmes de mer, le bicentenaire, mais de fêter également le 8 mars, journée mondiale de la femme, et d'avoir des activités tout le long pendant une semaine ou pendant 15 jours. Comme pour mettre un bémol, Serigne Moustapha Mbaye Sam, c'est quelqu'un qui intervient beaucoup sur les questions de religion. Les femmes de Nder ne sont pas des références. Oui, mais chacun peut avoir son appréciation. Elles ne sont pas des références peut-être parce que du point de vue religieux, il est interdit de se suicider. Oui. C'est peut-être la raison pour laquelle il a dit ça. Oui. Mais du point de vue honneur, les femmes ont préféré se tuer
que d'être esclave. En disant qu'il faut plutôt avoir comme référence Mame Diarra Bousso, Mame Fawad Wele, oui, d'accord. mères respectives de Serigne Touba et de El Hadj Malick Sy. Oui. C'est El Hadj Malick Sy. Et de Aïssata Thiam, mère de Cheikh Omar Al Foutiyou Tall. Oui, mais ça, c'est des femmes pieuses, des femmes religieuses qui ont mis au monde des grandes personnalités qui sont devenues des références au Sénégal et qui nous permettent toujours d'être sur le droit chemin. Mais on va pas, critiquer les femmes de nerfs, jamais de la vie. Elles ont préféré se suicider que d'aller à l'esclavage. Et ça, il faut le reconnaître. Même si la religion nous l'interdit, mais c'était un consensus général, un consensus de ces femmes. Alors, comprenez leur tristesse, comprenez leur désespoir, leur désarroi pour faire ce suicide collectif. On ne va pas les critiquer. Et peut-être le viol, elles ont échappé au viol quelque part aussi. À l'esclavage. À l'humiliation. À l'humiliation. Elles ont refusé. Ay gor lañu beaucoup dee moo la gën a rus. Woré Gana Seck, invité du jury du dimanche, présidente de la commission environnement du Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes une militante de l'écologie. Vous avez créé un parti Natal Sénégal, ONG Green Sénégal, j'en parlais tout à l'heure. Vous avez dirigé également le CONGAD. Au-delà du militantisme, peut-on vous présenter comme une femme transformatrice? Et vous transformeriez quoi? Je transforme. Ma grande sœur qui écrivait a dit que Waré, elle transforme les vies. Je transforme parce que je vois... Ça fait 30 ans que je suis dans le monde rural, 30 ans que je fais le tour du Sénégal, 30 ans que je parle aux paysans, 30 ans que je parle aux femmes. Il y a 20 ans, avec Aminata Mbengue Ndiaye, nous avons gagné le grand prix du chef de l'État à Thiès sur la gestion des ordures ménagères. Thiès est une ville propre. Nous devons aller vers cette transformation rurale-là, cette transformation du quotidien. Comment mettre les femmes ensemble, les former dans la dynamique organisation, leur apprendre à planter, leur apprendre à cultiver, leur apprendre à transformer les produits, leur apprendre à vendre, à gérer. Des femmes qui n'ont pas été à l'école, mais que j'envoie au Niger, que j'envoie au Maroc, pour aller dans des grandes conférences mondiales, pour aller présenter leurs produits, aller présenter leur leadership. Et c'est ça. C'est pour ça que moi, je me suis engagé dans le Green Sénégal. Ça fait 30 ans que je suis dans le monde rural. Je suis arrivé en 2014, après avoir été élu maire, en me disant, il faut aller vers un mouvement. Nous avons créé un mouvement Natal Sénégal. Ce sont les femmes qui m'ont demandé, pourquoi ne pas faire un parti politique? Et que nous, femmes, nous ayons accès à la décision. Que nous puissions aller dans des mairies, que nous puissions aller à l'Assemblée nationale. C'est pour ça. C'est pas moi-même qui me suis levé un beau jour en disant, bon ben, écoutez les gars, bon, je vais créer un parti. Ce sont les femmes qui m'ont dit, créons un mouvement, créons un parti. Et nous l'avons fait. Et le lancement, c'était il y a pas longtemps, dans ma ville, à Bargny, où les femmes sont venues de tout le Sénégal, jusqu'à Bignona, jusqu'à Tsédiou, Djouloulou. Elles sont venues jusqu'à Bargny pour me rencontrer. Pour qu'on parle de l'écologie politique. Comment intégrer le devenir du Sénégal? Comment intégrer l'écologie? Les questions liées au pétrole, au gaz, à l'assainissement, au littoral, à la dégradation des terres. C'est tout cela que vous embrassez, mais nous allons y aller par étapes. Parlons des ressources naturelles, le pétrole et le gaz. Les premiers barils de pétrole, les premiers mètres cubes de gaz vont bientôt sortir à l'horizon 2021. Est-ce que vous êtes rassuré par rapport à cette perspective pour le pays? Rassuré, bon, hier j'étais dans une conférence religieuse, le marabout a dit qu'il y a des barils qui ont commencé déjà à être exploités. Bon, il faut l'information, il faut apaiser les gens, il faut... Dans le Google, il y a les contrats. Qu'est-ce que le contrat? C'est quoi le contrat? Combien le Sénégal va avoir? 25%. Les autres, les grandes sociétés pétrolières, autant de pourcents. Les 25% ou les 30% que le Sénégal aura, ou bien 50% si on arrive à plus de 200 000 barils par jour. Les 50% autres, qu'est-ce qu'on en fait? On a appelé au dialogue. On voudrait que dans la loi, dans l'affaire du pétrole, que le Sénégal puisse savoir, les Sénégalais puissent comprendre
l'argent qui sera disponible, l'argent disponible, on a fait le dialogue sur le pétrole. Où est-ce que les ressources comment les ressources vont être allouées? Mais avant que les ressources ne soient allouées, nous devons avoir la cartographie même du pétrole. C'est où? Le Rufisque profond, c'est où? Le Dakar, le Saint-Louis profond, la Grande Tortue, c'est où? Il faut qu'on nous donne des schémas clairs, la superficie de ces plateformes. Et en cas de pépin, en cas de marée noire, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, ce que nous intéresse dans le pétrole, c'est peut-être l'argent qui va appuyer les femmes rurales dans l'eau, dans l'électricité, dans le quotidien. Nous ne pouvons pas attendre les 3 mois de saison de pluie. Nous voulons que l'irrigation soit partagée. Nous voulons également que dans les ressources issues du pétrole, là, le domaine de la santé, l'éducation, que les enfants puissent avoir les moyens de s'installer, d'aller à l'école. N'est-ce pas? Justement, quand on parle du pétrole et du gaz, il y en a certains qui ont tendance à freiner des 4 fers en disant que c'est des ressources, certes importantes, mais qui peuvent constituer une menace pour les activités agricoles et de pêche. Non, vous avez ces craintes-là? Non, j'ai pas de crainte. Pour moi, l'argent du pétrole, le pétrole sera offshore. C'est en pleine mer. À des milliers de milliers de kilomètres, plus de je sais pas combien de kilomètres. Le pétrole offshore. Maintenant, l'impact sur l'agriculture serait un impact positif parce que on nous donnerait la possibilité d'avoir de l'irrigation, que nos 240 000 hectares au nord puissent être emblavés et qu'on amène des jeunes qui puissent pouvoir travailler. Ou bien les femmes qui sont le maraîchage, qui puissent avoir accès à l'eau. J'étais à Kermindao il n'y a pas longtemps, ou à Kermindao, ils ont cotisé pour avoir leur forage, mais jusqu'à présent, on attend. Voilà. Les ressources issues du pétrole serviraient à booster l'agriculture, à avoir des entreprises agricoles. Mais les ressources du pétrole également, il faudrait, vous avez dit la pêche, ce sera en mer, mais en cas de marée noire. Parce que là où les pêcheurs sont en train de pêcher, c'est pas la zone du pétrole. C'est pour ça que il y a trop de suspicions. Et pour ces suspicions, il faut donner l'information. Il faut présenter, il faut aller à la télé, vous devez nous aider pour parler une émission sur le pétrole chaque semaine, pour expliquer aux gens c'est quoi le pétrole. Mais sur la pêche, alors qu'on ne parle même pas de marée noire, le constat est le suivant. Le Sénégal qui signait des accords de pêche avec les Européens, les Chinois et les Russes pour ses côtes poissonneuses, en est aujourd'hui réduit à signer des accords avec la Mauritanie et la Guinée-Bissau pour pouvoir aller pêcher. Nos pêcheurs sont souvent tués ou disparaissent en haute mer. Qu'avons-nous fait de notre poisson? Ça, c'est déplorable. Oui. L'affaire des accords de pêche, c'est déplorable. Beaucoup d'acteurs de la pêche disent qu'il faut revoir ces accords de pêche. Parce que les accords de pêche, c'est signé entre pays et pays. Mais le pays... Mais aujourd'hui, ces accords de pêche sont même à l'envers. C'est nous qui sommes obligés d'aller signer des accords pour pouvoir avoir du poisson. Oui, parce que question, qu'avons-nous fait de notre poisson? Qu'avons-nous fait de notre poisson? Ça peut être une surexploitation. Il y a eu un pillage. Il y a eu un pillage de nos ressources. Le Greenpeace se bat contre le pillage des ressources. Le PRCM avec Ahmed Senouri se bat contre des choses comme ça. Nous plaidons pour une pêche durable. Et pour une pêche durable, il faudrait mettre en place ces AMP. Le ministère de l'Environnement travaille sur les AMP, les aires marines protégées, pour pouvoir consolider et améliorer et régénérer la ressource. Mais il y a également les changements climatiques, où l'eau de mer se réchauffe et que les poissons migrent certainement vers des espaces beaucoup plus propices. Mais il nous faut que dans notre pays, que ces AMP soient un peu plus valorisés pour que la ressource soit régénérée. Et si les alevins sont pêchés, la ressource se régénère difficilement. Voilà. Vous êtes aussi très engagé dans la lutte contre l'érosion côtière. J'ai lu quelque part dans vos activités cette phrase qui a fait tilt. Le littoral est une famille. Et vous plaidez pour une capacitation des jeunes. Le littoral est une famille. Le littoral est une famille. Oui. Parce que vous prenez le littoral du Sénégal, c'est 718 km de côte. Vous prenez l'exemple de Mbao, qui est un village de pêcheurs. Mais de Mbao sont partis ceux de Bargny. De Mbao sont partis ceux de Casamance. Hassan Sek et de ma famille, parce qu'on est tous de Mbao.
Et le littoral est une famille parce que les pêcheurs migrent. Les pêcheurs migrent de Gendar. Feu Hassan Sek, ancien ministre. De Gendar à Dakar, à Louga d'abord, Lumpoul, Dakar, Kayar, Dakar. Vous descendez Petite Côte, vous allez jusqu'à Diouloulou, le Sénégal migre. Et même du littoral mauritanien. Ça veut dire que nous devons travailler, faire en sorte que les populations du littoral soient beaucoup plus rassurées. Vous avez, avec une houle de 3-4 mètres, 200 barques qui tombent à l'eau. Et ces 200 barques, chaque barque embarque 40 jeunes qui travaillent. Donc imaginez-vous une barque qui tombe à l'eau, c'est 50 pères de famille qui perdent leur job. Raison pour laquelle, au niveau du littoral, il faut des aménagements conséquents pour pouvoir réduire cette houle, lutter contre l'érosion côtière et fixer les populations. Justement, fixer les populations. Vous pensez aux jeunes, les jeunes pensent à l'émigration. L'émigration risquée. Et vous pensez que l'érosion côtière peut être également un phénomène aggravant de l'émigration clandestine. Sûr, si votre maison tombe, votre quai de pêche tombe, votre pirogue se casse, quel espoir vous avez sinon de faire l'exode rural ou de prendre la barque pour aller à Tenerife? Voilà. Donc, on dit le littoral, c'est là où il y a plus de 50% de la population. On nous a dit qu'il y a 600 000 personnes qui sont dans la pêche. C'est faux. Le chiffre 600 000, il faut le bannir dans la pêche. Parce que ceux qui ne peuvent plus produire au niveau agricole sont au niveau du littoral. Donc, il faudrait qu'on refasse les statistiques vraies pour une pêche durable, qu'on connaisse le nombre de pirogues, qu'on les géolocalise, qu'on sache où ils sont, qu'on sache comment, quels sont les problèmes. Mais on ne peut pas toujours faire du flou en disant on est 200 000 ou 300, alors qu'on est des millions de personnes. Ouaregana Seck, vous êtes dans une institution qui s'appelle Conseil économique, social et environnemental, dont certains réclament la suppression. Le CSE est vraiment inutile, il faut le supprimer. Écoutez, moi je dis que le CSE est une université. Moi, mon job, c'est l'environnement ou l'agriculture. Mais au CSE, j'ai appris avec des grandes personnalités sur les investissements. Bédi Agne, par exemple. Modi Guro, sur les questions liées, la présidente, etc. Le CSE est une institution. Est-ce que ces gens-là qui parlent du Conseil économique ont déjà étudié les avis du Conseil? Prenez l'avis sur le pétrole. À la conférence du printemps sur le développement durable, ce sont les avis du Conseil économique qui ont été utilisés. Vous dites donc ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. On peut résumer votre pensée ainsi. Oui. Non, écoutez, le Conseil économique et social ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Le Conseil économique date de Senghor. C'est pas Macky Sall qui a créé le Conseil économique et social. Il ne faut pas le supprimer. Il ne faut pas le supprimer. On continue à travailler, mais travailler dans la paix et la générosité d'esprit. Ouaregana Seck, nous cédons la place à Antoine Diouf pour le journal de 12h, le Midi King de e-radio. Je rappelle que vous êtes la présidente de la commission environnement du Conseil économique, social et environnemental, présidente du parti écologique Natal Sénégal. Mamoudi Brakan était au micro, à la technique Aliou Diassé, digital manager Sandra Ndiaye également, l'appui de Birahim Pouy. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur votre chaîne de télévision ITV. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. La radio est une imagination. La vôtre.